Lui, c'est Jérémy, mais si vous aimez l'immobilier, vous le connaissez peut-être déjà via son podcast Ça fait un bail qui domine la niche de très loin. Lancer un podcast a complètement changé la vie de Jérémy à tous les niveaux. Regarde ce que je viens de trouver. Il est dans la Gazette. On a acheté un château pour 750 000 € et on s'est donné 2 ans pour le rénover. Là, c'est le début du chantier. Et à l'heure où tout le monde bombarde YouTube et les plateformes verticales, cet épisode va peut-être vous donner à réfléchir sur votre manière de créer, mais aussi de consommer du contenu. Dans cet épisode, Jérémy va nous expliquer à travers ses anecdotes à quel point le format du podcast est complètement cheaté comparé aux autres, et il va surtout partager tous ses conseils les plus actionnables pour ceux qui souhaitent se lancer. Jérémy Nabet dans Solocrea, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Solocrea, le podcast dans lequel on explore les métiers des réseaux sociaux et de la création de contenu. Aujourd'hui, je suis très content parce que sur le podcast, on reçoit pas n'importe qui, on reçoit un podcasteur. C'est une première, voilà, on a reçu des youtubeurs, des instagrammeurs, des tiktokers, des streamers, mais on n'a jamais reçu encore de podcasteurs. Et c'est ton cas, Jérémy, voilà, bienvenue sur Solocrea. Tu es donc créateur de contenu, tu tiens le podcast immobilier numéro 1 en France, qui s'appelle Ça fait un bail, voilà, que je vous invite à aller suivre. C'est extrêmement intéressant pour tous les amateurs ou férus d'immobilier. Tu tournes autour de 60 000 auditeurs mensuels, principalement du coup sur les plateformes audio. Ce qui peut sembler peu, mais est en réalité énorme, et je suis aujourd'hui en tout cas bien placé pour m'en rendre compte. C'est très très difficile le milieu du podcast, et on va en parler, voilà, de comment tu t'es lancé, quelles sont tes stratégies aujourd'hui pour le développer, etc. Petite anecdote, grosse anecdote, on va y revenir aussi, mais tu es propriétaire d'un château, accessoirement, donc tu es investisseur immobilier avant d'être créateur. Tu as commencé ça avant justement de commencer à communiquer sur le sujet. Tu vas me raconter un petit peu justement quelle a été ta vocation avec le podcast, encore une fois pourquoi tu l'as lancé, comment tu as fini par être propriétaire d'un château, notamment en levant auprès de ta communauté plus d'1 million d'euros, ce qui est énorme, voilà, tout simplement. Donc on va revenir sur ton parcours comme je disais, mais est-ce que tu peux me raconter, Jérémy, rapidement cette histoire-là de château qu'on va pouvoir détailler après plus en détail. Déjà trop chouette d'être le premier podcasteur sur Solocrea, ça fait plaisir. Le château, en effet, c'était... j'avais envie de faire un grand projet commun, genre de grand projet open source où on pouvait se passer éventuellement des banques. Alors au début, je pensais crowdfunder une petite partie, mais en fait, on a crowdfundé 100% du projet. Et c'est un château à côté du Mans qui s'appelle le domaine de Fontenay, on l'a appelé l'Indomptable. L'idée, c'est d'y faire... des grandes teufs, des grands séminaires, de la formation aussi, peut-être même de la formation création de contenu. Et sa grande, en effet, particularité, c'est qu'on documente tout sur un compte Instagram qui s'appelle Château Story. Visiblement, les gens sont intéressés parce qu'en 2 mois, je crois, on fait 37 000 followers sur ce sujet-là. Et on a vraiment envie que ça devienne quasiment une méthode pour d'autres personnes qui cherchent à sauver, préserver le patrimoine, à faire des grands projets ambitieux avec leur communauté. Et vraiment, tout est présenté là-dessus. L'objectif, c'est on sauve un château avec Internet. Et sur ces vidéos, là, on montre comment on le fait. C'est ça le storytelling, ouais, c'est on sauve un château. Okay. Ouais, il y a plein de... Alors, on a un vidéaste, Augustin Chénard, que je salue, qui nous aide et qui produit toutes ces vidéos. Il produit aussi un grand documentaire sur l'aventure. On pourrait se dire que c'est pas la priorité de base quand tu lances un projet d'aller faire un documentaire dessus. Mais nous, c'est vraiment dans l'ADN du projet. On fait pas, je fais pas ce projet comme je ferais un autre projet immobilier. C'est pas seulement un projet pour développer un patrimoine. C'est vraiment un projet pour raconter des histoires. Et on savait pas trop quelles étaient les histoires qu'on allait raconter. Donc il y a une histoire qui est vraiment liée à mêler des trucs très nouveaux de la création de contenu et des trucs très anciens du château, puisque les premières pierres, elles ont près de 1000 ans. C'est un château médiéval, donc il y a vraiment ce contraste. Et il y a un deuxième paradoxe qui est intéressant aussi, c'est le temps hyper court des réseaux sociaux, l'instantanéité, les hooks qui sont de plus en plus rapides, les vidéos qui sont de plus en plus courtes, avec le temps long de la rénovation d'un château, où en fait, nous on rencontre des châtelains, des châtelaines qui n'ont même pas exploré encore toutes les pièces de leur château, quoi. On dit châtelain, du coup, pardon, petite parenthèse, mais donc du coup, tu es co-châtelain. Ouais, je suis co-châtelain. Ou apprenti châtelain, je préfère. Okay. Est-ce que tu peux me raconter, justement, comme je te disais, voilà, ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé déjà à faire de l'immobilier, même depuis ton enfance, tu vois, est-ce que tu as fait des études en rapport avec l'immobilier, comment est-ce que tu es tombé dedans, et quand est-ce que tu t'es dit que tu allais créer du contenu autour de ça après, parce qu'encore, comme je viens de le dire, c'est pas forcément ce qui viendrait à l'idée de tout le monde. Ouais, alors j'ai grandi dans le 77 à côté de Disney. Mon père est portugais, ma mère est polonaise. Donc un peu dans ma famille, il y a
tout le monde bosse dans le bâtiment, quoi. J'avais déjà, c'était mes premiers jobs étudiants, c'était un peu d'aller passer le balai sur un chantier. Et quand j'ai eu la chance de faire des études, je suis le premier de la famille vraiment à avoir fait un bac plus 5. Et je voyais un peu les parents de mes potes qui faisaient des invests hyper optimisés fiscalement, etc. Par contre, qui connaissaient que dalle en travaux, qui investissaient beaucoup à Paris alors que les taux de renta étaient un peu pourris. Et je voyais le meilleur des mondes de la structuration de la fiscalité chez les parents de mes potes. Et je voyais le meilleur des mondes des travaux et des endroits un peu plus rentables où mes parents avaient commencé à investir parce que mes parents sont des acharnés du travail. Mon père travaillait tous les soirs, tous les week-ends, 7 jours sur 7. Et en plus, il est doué de ses mains vu qu'il travaille sur les chantiers. Et je me suis dit, ça serait chouette de réussir à allier ces deux-là. Donc moi, je commence à me former sur YouTube, sur des podcasts, sur l'immobilier. À la fin de mon premier et seul job salarié, qui a duré 2 ans, je me dis, OK, je fais une OP IMO. Ça va me sécuriser un peu, ça me permettra de lancer ma boîte de manière un peu plus sereine. Au moins, j'aurai ça. Et voilà, quand on veut investir dans l'immobilier, c'est beaucoup plus facile quand on est en CDI. C'est pas impossible autrement, mais voilà, disons que tu vas voir ta banque avec un CDI, elle calcule ton taux d'endettement et elle te prête de l'argent, quoi. Donc là, pardon, tu as quel âge à ce moment-là? Parce que du coup, c'est après tes études. J'ai 24 ans. Ok, et aujourd'hui, tu as? J'ai 30 ans. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut rappeler juste le château? C'est ta dernière opération immobilière? C'est ma dernière OP, ouais, c'était fin 2023. Ok, et du coup, tu en as fait combien au total, juste pour qu'on se rende compte aussi de... J'ai acheté 2 colocations, donc ça me fait une dizaine de locataires. J'ai ensuite acheté le château. Et là, acheté le château. Et là, j'en ai une autre, en cours qui vient d'être signée. Okay. Une maison, une longère, un peu dans le même coin que le château. Félicitations. Voilà. Ouais, c'est tout vrai et tout récent. C'est tout récent, j'en ai même pas parlé sur les réseaux encore. Ah bah voilà, l'exclu de fou. Moi, je me suis vite retrouvé un peu stoppé par justement les banques, etc. Et j'ai fait beaucoup d'investissements pour des potes. Donc, après avoir investi en solo, j'ai fait un peu du clé en main pour des amis où je trouvais l'appartement, mon père le rénovait, ma copine le décorait, ma petite sœur le gérait. Et donc, j'ai géré pas mal de projets comme ça. Donc voilà, on a acheté un peu tous au même endroit. On a une petite 50aine de chambres dans la même zone proche de Disney. Trop stylé, un mode family business de l'immobilier, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien bosser avec des gens, avec des amis, avec la famille et tout. C'est un truc que je trouve chouette. Du coup, j'ai fait des études de commerce qui m'ont quand même ouvert à l'entrepreneuriat. J'ai eu beaucoup de cours autour de l'entrepreneuriat social. C'est des choses à avoir de l'impact et c'est des choses qui m'importaient. Et ensuite... il y a un truc que j'ai jamais trop capté en école de commerce qui était tu vas te constituer un réseau, your network is your net worth, machin. Je disais mais qu'est-ce que c'est comme bullshit ce truc-là, et je l'ai en fait compris que après avoir lancé mon podcast et voir ce qu'on a pu faire avec des auditeurs, avec des invités, donc les auditeurs qui ont pu prêter l'argent pour le château, des invités avec qui j'ai investi aussi parce que c'est moi, mon associé sur le château, je le rencontre sur le podcast. C'est là que j'ai compris un peu la force et l'importance du réseau. Vraiment, avant ça, je ne captais pas du tout le sujet, quoi. C'est la grande force du podcast. On va dire que le podcast a beaucoup de défauts si on compare à d'autres formats sur les réseaux sociaux. Mais c'est au moins l'avantage, c'est que tu peux passer du temps avec des gens qui sont intéressants, avec qui parfois ça matche bien, quoi. Pour moi, on fait le meilleur métier, le plus chouette métier du monde. Parce que il y a peut-être des métiers, il y a peut-être des chirurgiens, des médecins, des infirmières, mais non, on fait le plus chouette métier du monde parce qu'on discute avec quelqu'un. Franchement, tu vois, je passerai ce moment avec toi sans que ça soit dans le cadre d'un podcast. Je serais très content de le faire et je le ferai. Ouais, même hors caméra, c'est vrai on l'a fait plusieurs fois. On l'a déjà fait plusieurs fois. Et là, en fait, tu peux être payé, vivre de ce truc-là. Je parle des personnes que j'ai choisies, d'un sujet que j'ai choisi qui me passionne, et je suis payé pour ça. Donc ça, c'est le plus chouette, c'est vraiment le plus chouette avantage de ce métier. Et en plus, ce que j'aime dire souvent, c'est que même si ton podcast, s'il n'est pas écouté, tu as déjà gagné, quoi. Parce que tu as déjà fait des rencontres, t'es déjà rentré un peu dans le deep avec des personnes. Tu as déjà passé un bon moment, encore une fois. Ouais, exactement. Moi, j'accompagne des gens pour les aider à lancer leur podcast. De temps en temps, je capte que ça va être difficile, qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs animateurs d'un podcast, mais je ne vais pas les contredire et leur dire de ne pas le faire, parce qu'en fait, ils ont aussi du mal à se développer commercialement sur leur business. En fait, là, ils vont te forcer, une fois par semaine,
à discuter pendant 1 heure avec une personne qui va pouvoir être un partenaire, un client. Et en fait, c'est déjà énorme. Il y a plein de entrepreneurs ou pseudo-entrepreneurs qui ne rencontrent pas un client par semaine. C'est chaud. Pour toi, ça te semble étonnant, mais je t'assure qu'il y en a plein qui sont en train de travailler sur leur logo, qui sont en train de travailler sur leur charte graphique, sur leur site internet, etc. Et au final, ils oublient que lancer un business et entreprendre, c'est vendre quelque chose à quelqu'un. Et du coup, cet entrepreneur qui se lance dans le podcast, il a au moins cette chance-là, quoi. Très intéressant. On va en parler aussi de tous tes conseils, justement, fort de ton expérience du coup de 4 ans de podcast maintenant. Ouais. Ça fait un bail que tu l'as lancé. Il y a une petite centaine de podcasts qu'on a lancés avec l'agence. Ouais. Comment justement tu décides de te lancer? Donc tu fais cette première opération une fois que tu as ton premier job, si je récapitule. Ouais. Tu as 24 ans. Tu lances le podcast direct après ou tu fais 2 opérations? Comment ça se passe? Ouais, je fais ma première opération quand je quitte mon premier job. Donc c'est-à-dire que je suis pseudo-licencié par cette boîte américaine. J'ouvrais des pays pour eux, donc j'ai beaucoup voyagé dans ce précédent métier. J'étais commercial et avant de plus avoir de CDI, de plus pouvoir investir, donc je fais cette OP. 4 chambres, ça se passe super bien. Je me rends compte que je mets 0 apport. C'est une OP à 200 000 euros et je rentre 2400 euros de loyer par mois. J'avais un crédit à 780 euros et je rentrais 2400 euros. En plus, j'avais un différé de crédit, donc je ne payais pas mon crédit sur les 2 premières années. Bref, quand je lance ma boîte, j'ai 1500 euros de cash flow net après impôt dans ma poche. Je me dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Vraiment, j'ai des potes qui gagnent ça en sortie d'école. Et moi, je le fais avec 1 heure de travail par jour par mois sur la gestion de cet appartement. Donc, je me dis, il y a un truc qui est vraiment fou. Et en plus, j'ai trop aimé tout le process. J'ai aimé le process de chercher l'appart, de le négocier, d'aller faire les plans. Vraiment, je me passionne pour toutes ces étapes jusqu'à la mise en location où je développe une bonne relation avec mes locataires. Je reçois 120 dossiers, je crois, en une journée quand je mets l'appart en loc. Je me dis, OK, donc bon, il y a vraiment un truc, quoi. Alors que c'était des chambres à 600 euros, à 20 minutes de Paris, tu vois, on n'est pas... la renta était vraiment chouette. Et je me dis, vas-y, je vais partir sur un projet beaucoup plus gros. Si je l'ai fait avec 4 chambres, je peux le faire avec 24 chambres. Je signe un terrain pour faire une construction et ouvrir 2 co-living de 12 chambres à Noisy-le-Sec. Et en fait, je vais bosser 10 mois sur ce projet jusqu'à ce que le Covid arrive, que je perde mes financements. En parallèle, en plus, je me rends compte qu'en termes de réglementation avec la mairie et tout, ça aurait été compliqué. Donc, j'arrive pas à revendre le projet. Et du coup, je n'ai pas réussi à repasser cette opportunité que j'avais dans les mains à quelqu'un. Je me dis, OK, il m'a manqué clairement de la connaissance, des compétences, il m'a manqué du réseau. Il faut que j'aille me former sur l'immobilier. Et là, je réalise que j'ai fait en fait le tour de toutes les chaînes YouTube et du podcast Game en 2020. J'ai vraiment tout écouté. Et je me dis, comment faire pour fini pour le aller Internet plus loin. français. J'ai fini le Internet français de l'immobilier. J'ai lu des livres, j'ai machin. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais lancer le mien. Ça va me faire mon propre MBA de l'immobilier. Je fais venir les gens qui m'intéressent. Je vais tenter le coup. De toute façon, moi, j'étais commercial, donc j'avais pas trop peur d'envoyer des emails, des messages aux gens. Et je me rends compte qu'en fait, les gens, ils acceptent très facilement de passer sur un podcast. C'est aussi un des hacks et un des avantages du podcast. Et du coup, je fais venir des personnes. Je crois que mon deuxième invité, c'est le fondateur de Big Fernand, qui à l'époque était le burger le plus livré en Europe, et qui vient et qui me parle de la strat-IMO de son groupe et de l'IMO commercial. J'étais là en mode, mais Steve Burgraff, que je salue et que je remercie aujourd'hui, il n'y a aucun monde où il acceptait de venir passer 2 heures avec moi dans un studio, quoi. C'est un énorme guest pour un deuxième épisode, c'est fou. Ouais, c'était fou. Moi, quand j'ai commencé, j'avais acheté un appartement et je me suis vraiment positionné en apprenant. Et les gens, je pense, qui ont écouté le podcast et qui l'écoutent depuis 4 ans, ils sont un peu montés en compétence avec moi et ça a créé ce lien. Et voilà, moi, je conseille à tout le monde de prendre cette place d'apprenant et de ne pas se mettre des barrières en disant je ne suis pas assez expert pour. Au contraire, c'est vraiment ce que les gens y cherchent, quoi. Ok, et ce serait quoi du coup, tant qu'on parle de ça, tes conseils là, voilà, pour ceux ou celles qui nous écoutent et qui voudraient lancer leur propre podcast dans une thématique donnée? Ouais, écoute, alors déjà le premier, je vais revenir là-dessus, je conseille aux gens de filmer quoi qu'il arrive leur podcast. Filmer quand même, ok. Voilà. Et ça peut être filmé avec un trépied et un iPhone, et ça marche très bien, et ça permettra de peut-être s'en servir plus tard,
peut-être de s'en servir un petit peu pour de la com, juste d'aller récupérer la photo de l'invité sur la vidéo, déjà c'est utile. Et ça coûte pas grand-chose d'aller filmer en plus. Par contre, si en effet tu veux monter sur la qualité de prod et faire quelque chose comme on est en train de faire aujourd'hui, là ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et moi j'ai plutôt te pousser à faire de la régularité, de l'authenticité et du contenu intéressant que de la qualité et la belle coquille et le bon truc, tu vois. Si tu as à choisir entre les deux, choisis l'authenticité, l'audio, etc. Si tu peux te permettre de le faire, fais les deux, évidemment, et le podcast vidéo a de très 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 belles années devant lui. D'ailleurs, on le sent sur les algorithmes des plateformes, hein. Aujourd'hui, je crois que le podcast Légende, c'est la chaîne qui a le plus grandi sur YouTube l'année dernière. Si je devais donner des conseils, ça serait de se lancer sur un sujet où on est capable de parler pendant 50 heures. Vous ne lancez pas un podcast en vous disant « Ouais, là, c'est une super niche pour aller vendre tel produit ou machin bidule ». En fait, vous allez vous épuiser, ça va se sentir. Moi, ça va se sentir, ça va être boring. Ouais. Soyez authentique, parlez comme si vous étiez en terrasse avec des amis. Voilà, pas de vouvoiement forcé. Si vous lancez un podcast associé à une marque ou un média, essayez vraiment de l'incarner, de montrer votre tête, etc. C'est le shortcut de ouf. C'est tellement dur de lancer un podcast avec uniquement un nom, sans vous montrer, etc. J'ai lancé une 30aine de podcasts de marques où justement j'ai beaucoup poussé les marques à les faire incarner par quelqu'un, etc. Et c'est souvent refusé par les marques qui ont envie, attendez, nous on est LCL, on a envie de faire un truc. Ces podcasts-là, on les a produits, on a fait payer des dizaines de milliers d'euros par épisode à ces marques et personne ne les écoute. Donc vraiment, c'est hyper important pas de se forcer justement et d'être authentique là-dessus. Du coup, tu penses qu'il faut que ce soit incarné? Aujourd'hui, un podcast non incarné est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus difficile de le faire décoller. Ok, et quand tu dis incarné, c'est avec un visage, donc il faut forcément filmer, comme tu disais, que c'est l'une de tes grosses recommandations, ou juste que ce soit toujours le même host, le même animateur Ouais, alors filmer, c'est mieux, mais ça peut être aussi, en effet, juste de l'audio. Mais après, sur Instagram, quand tu présentes, il te faut un relais pour développer. En fait, il y a très peu de découvrabilité sur les plateformes de podcast. On a la chance vous avez la chance, youtubeur sur YouTube, si vous avez votre bonne vignette, votre bon titre, qu'il y a quelqu'un qui regarde une vidéo, vous allez avoir les recommandations à droite, il y a la homepage de la landing, quand les gens arrivent, ils peuvent avoir des recommandations et tout. Sur le podcast, ça marche très très mal, ça. Les gens écoutent 4-5 podcasts dont ils sont déjà abonnés, auxquels ils sont déjà abonnés, et ça s'arrête là. Découvrir des nouveaux épisodes, découvrir des nouveaux podcasts, c'est beaucoup plus difficile. Du coup, tu dois te baser sur d'autres relais. Et les relais, en effet, c'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est de la newsletter. Et pour ça, en effet, c'est beaucoup plus simple de mettre de sa personnalité. Je pense que les gens sont au courant, mais tu t'attaches beaucoup plus facilement à une personne que tu peux t'attacher à une marque. Et du coup, en effet, se montrer, c'est pas forcément faire de la vidéo et se mettre sur YouTube, mais c'est, j'ai un compte Instagram qui est lié à mon podcast, je prends un petit facecam en story pour expliquer pourquoi cet épisode, il vaut le coup d'être écouté, et ça aide mon podcast à être découvert. Pareil sur l'épisode, pendant que tu discutes, si tu as des anecdotes personnelles qui viennent pour étayer le propos de ton invité, etc., c'est bon de les sortir, parce que les gens, ils vont s'attacher à ça aussi. Tout le monde a beau dire Mathieu Stéphanie, génération do it yourself, il parle trop, il donne trop son avis, machin, bidule. Honnêtement, il est hyper critiqué dès que je parle de lui, on me dit ça. Mais la vérité, c'est que c'est le podcast business, le vrai podcast business le plus écouté de loin. Et ce qu'il fait, c'est absolument génial. Et si tu l'écoutes, c'est aussi parce que tu es attaché à Mathieu, à son histoire. Et c'est rassurant, réconfortant. Et son point de vue, il compte aussi, quoi. Donc... voilà, ce seraient les quelques conseils que je pourrais donner sur le podcast. Très clair, trop cool. Et sur le point du compte Instagram, j'y reviens parce que c'est un dilemme que j'ai actuellement. Ouais. J'avais lancé un compte Instagram, j'ai créé un compte dédié du coup, Solo Créa Podcast, sur Instagram. Mais je me demande si c'est utile d'avoir ça, plutôt que de tout juste relayer sur mon compte perso. Parce que tu sais, en plus après, si tu mets des shorts, des réels du coup sur Insta, en collab, etc., ça fait vite beaucoup, quoi, quand tu rajoutes en plus l'invité. Donc, t'en penses quoi? Est-ce que toi, tu as un compte dédié
au podcast? Comment tu utilises Instagram? Enfin, c'est quoi Moi, j'ai un seul compte et c'est le compte Ça fait un bail. C'est le compte du podcast. Du coup, j'ai même enlevé mon compte perso. Je publie plus sur mon compte perso. Et en revanche, du coup, je fais du contenu personnel sur le compte Ça fait un bail. C'est une très bonne question et je l'ai retournée dans tous les sens. Je vis avec d'autres créateurs de contenu en coloc. Qu'on salue, Maxime Click, Adrien Copin, fondateur de Slick. On a reçu ici aussi, Adrien. Et en fait, tous les soirs, on parle de ça, quoi. C'est vraiment Moi, ça fait des mois que c'est mes sujets de préoccupation principaux. Et en effet, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vraie réponse à est-ce qu'il faut un compte, 2 comptes. Si tu as l'énergie pour aller poster sur 2 comptes, ça peut valoir le coup. Mais il faut que sur tes 2 comptes, tu fasses du quali. Ça sert à rien, je pense, d'avoir un compte podcast, un compte perso où tu fais des trucs chouettes, où tu te montres ou machin, et après un compte podcast où tu mets juste des extraits que t'as pas trop réfléchi, juste t'as foutu une IA qui te sort... tu postes pour poster, quoi. Et qui te sort les 10 réels de ton épisode, et tu les postes et ils vont faire 400 vues, et ça c'est dommage, je pense. Avant ça marchait, de sortir juste des extraits comme ça. Peut-être que là, pour le coup, la concurrence a fait que tu as besoin de pousser un petit peu plus le storytelling, la création et la qualité du contenu vidéo que tu dois faire là-dessus. Donc voilà, je dirais que c'est un peu comme est-ce que je fais de l'audio ou de l'audio plus de la vidéo. C'est si tu as l'énergie de faire du contenu perso plus du contenu podcast spécifique à ta brand podcast, etc., tu peux le faire. Mais là, je trouve que pour démarrer, foutre ça sur un compte perso et en profiter pour aller faire de la story avec ton invité, apprendre la parole face cam sur qu'est-ce qui t'a marqué dans cet épisode, etc. C'est probablement un meilleur raccourci. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. Sur Ça fait un bail spécifiquement. Aujourd'hui, voilà, c'est le podcast numéro 1 de loin sur l'immobilier en France. C'est quoi un peu les grandes stratégies que tu as appliquées au-delà de ce qu'on a expliqué pour se lancer, etc. C'est quoi un peu les grandes stratégies que tu as appliquées? Et surtout, quelle est ta stratégie actuelle pour développer encore le podcast, sachant que c'est quand même une niche à la fin, l'immobilier, et que tu vas probablement pas faire, même si je te le souhaite, tu vois, 10 millions d'écoutes tu vas par épisode. Mais comment tu fais aujourd'hui pour le grossir et le développer? C'est quoi ton ambition? Comment tu vois le podcast aujourd'hui? Ouais. Je pense qu'il va y avoir, on va parler des 2 phases. Il y a eu la première phase vraiment de croissance du podcast, où là, pendant 2 ou 3 ans, je faisais 5 à 10% de croissance par mois. 2020-2023. Ouais, c'est ça. Donc là, vraiment, j'avais une exponentielle dans les écoutes et c'était hyper excitant. Là, j'ai mis en place j'ai tout testé parce qu'en plus, j'avais l'agence de podcast à côté et Ça fait un bail, je l'avais lancé vraiment pour être à la vitrine pour mon agence. J'avais envie que ça soit mon labo où je puisse tout tester. Donc, je suis un peu devenu un geek de la croissance de podcast où je suis allé tester le maximum d'outils pour ensuite, moi, les appliquer à mes clients et aux entrepreneurs que j'aidais à se lancer sur le podcast. Les choses qui ont bien marché pour la croissance, ça a été de contacter les gens de manière très ciblée et des gens qui aient des intérêts sur l'investissement immobilier. Donc, c'est passé par du message en automatisé, mais très bien rédigé sur LinkedIn. J'ai contacté tous les agents immobiliers de LinkedIn. Parce que c'était facile à identifier. J'ai pris tous les mandataires IAD, qui est la plus grosse boîte de mandataires IMO en France. J'avais un petit message qui paraissait hyper naturel. On ne voyait pas trop que c'était un robot, où je demandais un petit service. Souvent, les gens, ils aiment rendre un petit coup un service. C'est genre, hello, je fais une petite étude sur le podcast. Ça m'intéresse de savoir si les agents IMO, ils écoutent des podcasts sur l'immobilier, tu vois. Et quasiment tout le monde répond à ça. En disant, ouais, okay. Moi j'écoute pas. Alors, moi j'écoute, ça partait en trop bien, tu connais peut-être Ça fait un bail, oui, non. Et ça l'envoyait vers Ça fait un bail. Non, c'était je me dis que ça pourrait être intéressant pour un agent IMO d'écouter un podcast comme Ça fait un bail, je sais pas ce que t'en penses, machin. Et les gens ils me répondaient, soit ils me répondaient pas, soit ils me disaient ah ouais, c'est vrai, je vais aller jeter un œil, je m'abonne, tu vois.
Donc ça, j'ai bombardé sur LinkedIn. Externaliser la growth du podcast, tu as recruté des auditeurs. Exactement. Je l'ai fait sur des groupes Facebook aussi. Donc sur des groupes Facebook d'IMO, tu as des groupes qui s'appellent Grosse Renta IMO, qui sont hyper connus, où il y a 30-40 000 personnes qui postent un peu leurs problèmes dans l'immobilier, leurs questionnements. Est-ce qu'il faut que je fasse ça en SCI ou en machin ou en bidule? Au début, j'ai intégré un peu ces groupes en me disant vas-y, je vais faire un peu ma promo dessus. Je me suis vite fait têche de ces groupes, ça marche pas très bien. Les admins, ils te sortent. C'est ça, parce qu'ils ont l'impression qu'ils font ta pub. Alors que c'était dommage parce que, tu vois, je savais que ce que j'étais en train de créer sur ce podcast, ça avait de la valeur pour ces gens-là et que moi, j'avais 500 auditeurs quand j'ai démarré et là, j'avais 35 000 personnes dans ce groupe-là qui seraient des potentiels auditeurs. Je le sais parce que c'est des groupes qui sont hyper actifs sur ces sujets. Et du coup, j'ai pris un autre axe, une autre stratégie. C'était plutôt de pas me présenter comme l'animateur du podcast, mais de répondre à des sujets de manière plus précise avec des liens vers mes épisodes. Quand quelqu'un me disait ouais, j'hésite, il faisait un post en disant je réfléchis à ma stratégie de machin pour choisir mes artisans par exemple, je sais pas si je prends des artisans locaux ou un maître d'œuvre ou un machin ou un bidule. Je répondais en mode ah, putain, j'ai trouvé des super avis sur le sujet, sur tel épisode, lien vers l'épisode. T'avais un compte Gérard Dupont et tu disais oh, vraiment super épisode là. C'était mon alternante qui le faisait en effet, qui envoyait ces sujets-là. Et c'est du charbon quand même. Hein. Ça, c'est du charbon. C'est vraiment, tu vas les chercher un par un, quoi, les auditeurs, en gros. En fait, c'est vraiment un média où, vu que la découvrabilité sur les plateformes n'est pas très bonne, ça marche principalement par bouche à oreille. Ouais. Donc le démarrage, il est très, très manuel, quoi. Donc voilà, ça, c'est des petits hacks de la phase 1 qui m'ont permis de croître. Et après, il y a eu... après, du coup, ça a pris, et c'est l'avantage de tout ce qui touche aux intérêts composés, quoi. C'est que quelqu'un qui découvre ton épisode, si tu as déjà fait 60 épisodes, il va écouter l'épisode 60. S'il aime, il repasse à l'épisode 1 et il se tape tous les épisodes qui l'intéressent du 1 au 60. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Exactement. Et du coup, tu te prends pas c'est pas un message qui a poussé à une écoute, c'est un message qui a poussé à 60 écoutes. Et en plus, probablement, si tu arrives à le fidéliser, il t'écoute encore jusqu'à aujourd'hui. Il va potentiellement te recommander en plus à ses proches, etc. Et il va te recommander à ses proches. C'est chouette d'avoir un cadeau. Vraiment, tu te dis, le meilleur truc que je puisse offrir à ma communauté sur mon sujet, c'est quoi? Je sais pas, on peut s'imaginer de faire l'exercice pour Solo Créa, tu vois, c'est de se dire, est-ce que ça serait pas une mini formation gratuite pour devenir youtubeur ou pour devenir monteur ou pour machin? Tu crées cette mini-formation et tu l'offres véritablement à toutes les personnes qui s'abonnent à ta newsletter ou s'abonnent ou donnent leur email sur ce lien que tu mets en description, etc. partout. Un pur lead magnet. Pur lead magnet, vraiment. Et avec ça, ça te permet en effet de... Tu as deux options. Soit tu fais juste des petits récaps où tu envoies l'épisode de la semaine, soit tu l'utilises un peu comme backstage de ton podcast. Où tu vois, là, dans cet épisode-là, tu parles pas trop de ta stratégie pour Solo Créa, de ce que tu as envie d'en faire, des prochains invités que tu as envie de faire venir ou machin. Ouais. Cette newsletter, ça peut devenir un peu le backstage coulisses. Et du coup, les personnes vont ouvrir l'email pas seulement pour voir quel est l'épisode qui sort, mais ils vont aussi le faire pour en connaître un petit peu les coulisses, quoi. Suivre l'aventure, quoi. Voilà. Donc ça, bonne strat. Voilà. Et aujourd'hui, si on parle vraiment de la phase 2, donc depuis en 2024, j'ai pas beaucoup grandi dans les écoutes. J'ai stagné. Heureusement, j'avais déjà atteint un niveau de revenu sur le podcast qui était satisfaisant. J'aurais aimé pouvoir continuer à grandir, mais ça n'a pas été trop le cas. C'est aussi pour ça que je me suis mis en colocation avec d'autres créateurs de contenu qui se développaient sur d'autres plateformes. Adrien sur TikTok, Maxime sur YouTube. Et l'objectif, ça va être d'aller chercher une nouvelle audience sur ces plateformes-là, parce que je pense avoir un peu atteint une forme de max que je puisse faire avec du contenu un peu expert sur l'immobilier, quoi. Tu dois avoir, peut-être que je peux atteindre 100 000, tu vois, mais je peux pas aller à 1 million avec les plateformes de podcast. Donc il va falloir que je développe des choses sur YouTube. Et il y a des projets de développement de chaînes YouTube autour de l'immobilier. Trop stylé, ok. Voilà. Ça sort quand? Tu veux donner... Ça sort en 2025. Ça sort en 2025, j'espère, avec des choses un peu plus qui vont... Moi, j'ai très envie en fait de mêler le contenu long et expert que je continue à faire sur mon podcast. J'ai pas du tout envie de l'arrêter avec
des contenus plus divertissement, plus grand public, qui vont permettre éventuellement d'aller ramener plus de monde sur ce podcast, mais aussi qui sont capables de toucher des millions de personnes. Sur l'immobilier, je trouve qu'on a un petit créneau là où tu vois, il n'y a plus Valérie Damido sur la déco, il n'y a plus Stéphane Plaza parce qu'il est accusé de frapper sa femme, il n'y a plus... alors il y a l'agence qui a pas mal, l'agence sur Netflix que vous connaissez peut-être, qui a pris un bon créneau sur la partie luxe, mais sur la partie non luxe, donc des biens un peu plus classiques ou atypiques ou machin, il n'y a pas encore de créneau qui est pris, tu vois. Donc l'idée sur YouTube, ça va être d'aller chercher ce sujet-là. Et si tu fais une vidéo hyper divertissante où tu vas visiter les 3 châteaux les plus incroyables de France, et qu'en plus tu en profites pour te faire 3 beaux épisodes de podcast côté un peu expert qui iront sur ton podcast, tu peux allier du contenu divertissant YouTube avec du contenu hyper expert podcast et en faire un très bel écosystème. Trop bien, trop stylé, il y a tellement de choses à faire. Ok, ouais, t'as de quoi t'amuser quelques années au moins. Je pense, ouais. Trop bien. Comment tu choisis tes invités aujourd'hui, maintenant que voilà, tu as reçu un peu toutes les grosses têtes, il reste toujours il y a des nouveaux qui émergent aussi tout le temps, mais comment tu choisis tes invités et c'est quoi un bon ou mauvais invité pour toi dans l'immobilier? Il y a j'ai plusieurs types d'invités et je les catégorise un petit peu quand je les fais venir. Il y a en effet l'invité qui a déjà une commu, qui va pouvoir m'aider à faire grandir mon audience, mais c'est pas du tout l'invité que je cherche à avoir le plus souvent. Il faut en avoir, ça aide, mais c'est pas comme ça que j'ai fait grandir mon podcast. Après, tu as l'invité qui a une vraie expertise forte, mais justement qui n'en a pas parlé ailleurs. Celui-ci m'a fait des épisodes qui ont été incroyables, qui ont été très écoutés, qui ont été très envoyés dans des groupes WhatsApp, etc. Je sais que ça a tourné. Quand j'ai un gars qui a réussi qui a monté 300 dossiers de subvention de ses travaux en utilisant les dossiers OPA, ANA, des trucs très complexes. Méga obscur. Et il se fait rembourser 90% de ses travaux parce qu'il fait de la réno énergétique. Et le gars, il a même pas d'ordinateur, il est jamais intervenu sur aucune plateforme. Bah, tu le fais passer, il parle de ce truc-là. C'est complètement fou. Les gens, ils sont sortis, ils m'envoyaient des messages en disant mais c'est quoi cette magie noire, quoi. Littéralement. Le gars, il achetait des immeubles 30 000 euros. Il faisait 150 000 euros de travaux dessus. Remboursé et il était remboursé à 90%. Il n'y a que dans l'immobilier que tu peux faire des braquages comme ça. Et il l'a fait 300 fois. Ouais. Et il t'en parle. Il a longtemps gardé un peu secret. Il avait l'impression de machin. Et en fait, il a eu une très très grosse. Il a chopé un très très gros Covid. Il a failli y passer. Et en fait, en sortant de ce Covid, c'est à ce moment-là que je le contacte. Il dit, tu sais quoi, moi j'en ai plus rien à foutre. Vas-y, je vais partager le truc, quoi. Ça, c'est un épisode que tu peux trouver sur Ça fait un bail qui a une valeur infinie que quelqu'un d'autre serait capable de te vendre 5 000 euros sur une formation IMO sur la rénovation énergétique. Donc voilà, et là, ça c'est le deuxième type d'invité qui a une expertise très spécifique, un truc très précis et peut-être pas trop couvert encore sur d'autres plateformes, etc. Qui peuvent faire des très bons articles SEO aussi après si tu les travailles différemment. Et après, tu as le troisième type d'invité qui est plus l'invité inspirant. Il a peut-être pas une expertise forte, mais son histoire, elle est prenante. J'ai eu Michael, par exemple, qui était alternant, qui était juste alternant. Il a fait 2 opérations en alternance. Il cumulait 3 jobs et il te montre comment, à 21 ans, tu peux faire de l'invest locatif, du marchand de biens, ton alternance avec ton entreprise, plus un job de serveur à côté. Et ça, c'est des parcours qui, tu vois, il n'a pas une grande expertise, honnêtement. Mais par contre, il a un mindset, il a un parcours qui est hyper inspirant. Et donc, moi, j'aime bien jongler entre ces 3 typologies d'invités. Ouais, c'est les profils de charbonneurs un peu comme ça. C'est ça. Il y a peut-être même un 4e type d'invité qui est un peu plus pernicieux, mais c'est l'invité où tu sais que tu peux faire des trucs avec lui. Tu vois, demain, si j'ai envie de signer un partenariat ou un sponsoring avec une marque très spécifique, voilà, j'ai pas de courtier, par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai jamais fait de sponsoring avec un courtier. Je me dis qu'un courtier en prêt, ça aurait du sens. Il y a Préto qui est très connu sur le sujet. Je vais les contacter pour essayer de leur vendre un sponsoring. Si ça marche pas, mon étape numéro 2, c'est de me dire, vas-y, je leur propose un épisode gratuit. Je vais rencontrer le fondateur et on va passer 2 heures et on va déjeuner ensemble. Et si ça se passe bien et qu'à la fin, il comprend un peu mieux ce que Ça fait un bail, ça peut lui apporter, parce que sur un épisode,
il va faire à peu près 10 000 écoutes. Mais moi, je peux lui vendre 120 000 écoutes avec un sponsoring. Donc, il va voir quel est l'impact de 10 000 et je vais pouvoir lui vendre ensuite 120 000 en sponsoring. Et donc, ça, c'est peut-être ma quatrième typologie, c'est j'aimerais bien investir dans l'IMO avec ce gars-là. J'aimerais bien qu'un jour, on lance un business. J'aimerais bien qu'il devienne sponsor du podcast. J'aimerais bien être sur sa newsletter parce que je sais qu'il a une newsletter de 100 000 personnes. Ça, c'est la peut-être partie un peu plus intéressée, mais qui fait aussi la croissance de ton podcast. C'est le move networking, quoi. Voilà. Okay. Très, très clair. Et comment tu les prépares, du coup, tes émissions? Tu as une méthode particulière? Donc, tu m'as dit que tu avais tout testé, autant sur la partie croissance du podcast, mais j'imagine que tu as testé plein de choses aussi au niveau de l'édito. Ouais. Donc, est-ce que tu abordes tes épisodes vraiment en mode discussion avec un sujet en tête, un ou deux highlights, on va dire, du parcours de ton invité, ou pas? Enfin, comment tu prépares tes émissions? Avant, je réfléchissais au sujet. Après, je trouvais un invité. Après, je réfléchissais aux questions. Et ensuite, aux extraits que j'allais pouvoir faire sur le podcast. J'ai un peu rétro-ingénieré ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est un travail que je suis en train de faire en ce moment. Si vous allez sur Ça fait un bail en ce moment et que vous vous abonnez sur Instagram, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a été publié. Parce que je suis justement en transition, en train de faire l'inverse opposé. Et l'inverse opposé, c'est ce que fait le podcast Légende, en fait. C'est de se dire, je réfléchis à quels sont les extraits qui peuvent très bien marcher, en premier lieu. Après, je trouve je prépare les questions, je trouve l'invité, et je trouve le sujet. Ils sont quasiment à l'inverse. Et faire une vraie prépa d'épisodes où tu vas aller chercher les anecdotes qui fonctionnent, les sujets qui peuvent intéresser le plus les gens, c'est hyper... ça va vraiment t'aider à décoller plus vite. Donc voilà, je pense qu'en effet, sur la prépa, c'est de se dire qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux et que je suis capable de présenter à mes auditeurs sur cet épisode. Parfois, c'est pas naturel. Tu peux aller t'inspirer d'autres podcasts, d'autres chaînes YouTube, d'autres comptes Instagram, mais parfois, c'est pas si évident de les trouver. Moi, vu que j'avais déjà 2-3 ans de petits extraits que je mettais sur les plateformes, ça m'a permis de voir ce qui marchait le mieux. Ouais. Un jour, j'ai réalisé que les problèmes entre propriétaires et locataires, ça cartonnait. Je fais une première vidéo là-dessus, je fais 700 000 vues, alors que d'habitude, je suis plutôt à 5 000, 6 000. Et j'en refais une deuxième avec quelqu'un d'autre, ça refait 500 000 vues. Alors que ma moyenne, elle est à 10 000, 15 000 à ce moment-là. Je me dis, OK, là, il y a un truc sur... il a quand même fallu 2 fois, je suis pas le plus rapide sur le sujet. Et donc, tu parles des formats courts, là. Ouais, sur les formats courts. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai intégré aux questions récurrentes sur ma préparation d'épisode, ce truc, c'est quoi les plus gros problèmes que tu as pu avoir avec un locataire? Et comme ça, je suis quasi assuré d'avoir en fait un moment avec cet extrait-là qui a de bonnes chances de réussir sur les réseaux aussi. Et voilà, quand tu fais 700 000 vues sur un extrait, c'est là que tu prends 2000 nouveaux auditeurs sur ton podcast. Et c'est ça qui crée ta croissance. J'aimerais qu'on revienne sur ta thèse justement d'investissement aujourd'hui, parce que un truc que moi je ressens en tout cas, et je pense pas être le seul, et je pense que c'est valable avec tous les podcasts un peu investissement, finances personnelles, etc. de manière générale. Mais comment tu fais pour pas avoir envie de faire ce que tes invités te pitchent à chaque fois? Comment est-ce que toi tu fais pour pas te lancer dans 36 opérations? Peut-être que c'est juste que tu peux pas les financer. Tu m'as dit que tu avais atteint le plafond. Il y a un peu de ça va mieux maintenant. Non, mais en vrai de vrai, comment tu choisis un peu tes opportunités d'investissement? C'est quoi ta thèse? Donc on a compris colocation, mais pourquoi? Comment? Ouais. Ma thèse, et je vais peut-être le tourner plutôt pour que ça soit actionnable pour les gens qui nous écoutent, j'aime beaucoup faire réfléchir les personnes. Je fais pas de coaching IMO, je vends pas de formation IMO, mais quand j'ai des potes ou des personnes qui me posent la question, je leur demande toujours de réfléchir un peu à leur particularité à eux, à leur avantage comparatif. Est-ce que l'avantage comparatif, le mien, c'était que j'avais grandi à côté de Disney dans des villes où ça coûtait 2-3 000 euros du mètre, et on n'était pas très loin de Paris, où on avait le RER. Et donc, du coup, je trouvais ça plutôt chouette. Tu avais une zone assez dynamique, proche de Paris. Mon père, il était artisan dans le bâtiment. Donc voilà, moi, j'avais un peu... Il était là, mon avantage comparatif. De l'aide sur les travaux et une zone que je connaissais très bien, où potentiellement, on pouvait faire des assez bonnes rentas. Parce que voilà, tu achètes 2500 euros du mètre et tu loues 20% ou 30% moins cher qu'à Paris. Parce qu'en plus, tu as encadrement des loyers à Paris, etc. Donc, c'est là que tu crées de la renta.
Le château, il est un peu dans ma nouvelle thèse. Aujourd'hui, alors si je revis en coloc, mais c'est moins dans mon ADN, etc. Avec des connards, Adrien, Maxime. Exactement. On les aime beaucoup. Pour le coup, ma nouvelle thèse, c'est de faire des choses qui sont liées à mon podcast et à ma chaîne YouTube. Et si j'ai envie de raconter des choses aux gens, c'est bon, j'avais fait 1 coloc, 2 colocs. Ensuite, j'avais fait 3, 4, 5 colocs pour des potes. Et j'avais envie d'avoir des nouvelles choses à raconter à mon audience. Et qu'est-ce que j'ai de mieux que de raconter qu'un domaine de 12 hectares avec un ancien moulin à rénover qui est complètement en ruine, des cabanes à foutre dans les arbres en bord de rivière, une bâtisse qui a 800 ans avec des parties qui vont bien et des parties qui s'écroulent, un pigeonnier dans lequel on peut faire une salle de teuf ou des trucs complètement fous, un four à pizza où tu peux mettre 50 pizzas en même temps dedans. Voilà. Donc, j'ai plein de choses qui peuvent être racontées. Et en plus, du coup, c'était un sujet tellement fort que c'est beaucoup plus facile pour moi de lever sur un château que de lever sur un appartement dans le sud de la France, classique, ou une coloc. Peut-être que, je sais pas, peut-être que les gens ils m'auraient suivi quand même. Des biens immobiliers incarnés presque aussi quasiment. Et en vrai, moi je suis assez d'accord avec ça pour le coup. Sur tous mes biens, je me suis toujours demandé si moi j'aurais aimé y vivre ou y passer un moment, etc. en fonction de l'objectif du bien. Et je pense que c'est important parce que tu pars déjà du mauvais pied si tu prends le moins cher pour toutes les fournitures, ou le plus pratique ou pour aller au plus vite. Je pense que ça se ressent à la fin quand tu es dedans. Il y a des gens qui savent faire, mais moi j'aime bien vendre des produits dont je serais client, en effet. Ouais. Comment tu l'as financé alors ce château? Est-ce que tu peux revenir sur ce crowdfunding? Donc même l'histoire avec la banque, parce que de base tu devais juste le financer normalement entre guillemets avec un prêt bancaire, on est d'accord? Ouais. Qui a capoté et ensuite tu as fait appel à ta communauté qui a répondu carrément présente. Donc comment ça s'est passé? Ouais, le projet c'était de faire en effet un financement bancaire parce que ça coûte moins cher. À l'époque on empruntait, même en empruntant à 4%, c'était plus intéressant. Et en plus tu empruntes sur des plus longues durées avec la banque. En termes de cash flow, c'est plus intéressant aussi. C'était combien le montant total du projet et que vous cherchiez à financer? C'était un projet à 2 millions d'euros, 780 000 euros d'achat et le reste en travaux. Donc on s'est lancé là-dessus. On a trouvé et on a toujours voulu faire une partie de crowdfunding et une partie de bancaire. Mais on s'était dit peut-être qu'on va faire 500 000 euros en crowdfunding et 1,5 million en bancaire. Il s'avère que voilà, on se lance sur cette vente qui est une vente relativement longue. On visite en avril, on signe le compromis en juin. Et d'ailleurs, quand on annonce qu'on veut une vente longue au propriétaire du château, qui était propriétaire depuis 400 ans, donc tu es sur des ventes qui sont très émotionnelles. Ils n'étaient pas très contents et ça a même fait capoter la signature. Et on est revenu 2 semaines après pour re-signer. Et donc, malgré ça, on a quand même dû décaler 2 fois la date de signature après, jusqu'à trouver en effet un prêt bancaire d'1,3 million d'euros, si je dis pas d'1,2 million d'euros, qui nous a été retiré après signature, des papiers, des assurances, etc. C'est possible ça, légalement? C'est pas possible légalement. Donc après, ton choix, c'est soit d'accepter comme on l'a fait et de passer à autre chose, soit d'attaquer la banque X en justice. Ouais, que tu gagneras jamais, probablement. Tu gagneras sûrement, je pense. Les avocats étaient assez abusé, là, assez confiants, ouais. mais ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, voilà. On n'avait clairement pas envie de rentrer là-dedans. Donc ouais, on se retrouve dans cette situation où il faut qu'on trouve le reste de l'argent. On avait du coup une première levée qui avait été prévue et pas encore signée, mais qu'on pouvait dégainer à tout moment avec des investisseurs qui étaient plutôt la partie invitée de mon podcast et des amis entrepreneurs aussi de Martin et moi. C'est vrai que l'aventure du château, du coup, je l'ai fait avec Martin que j'ai rencontré sur le podcast. Bivouac, du coup. Fondateur de Bivouac, exactement. Et avec cette communauté du coup d'investisseurs et d'entrepreneurs chevronnés, on lève donc sur ce dernier mois qui nous reste avant la signature, on lève 550 000 euros en capital contre 22% de la société. Donc ça, c'est ce qui nous permet de faire un apport et c'est ce qui permettait de garantir à la banque un apport suffisant pour nous prêter le reste de l'argent.
sauf qu'il s'avère qu'ils nous retirent du coup ce prêt. C'était pourquoi, pardon, qu'ils retirent le prêt en fait? Ils ont fait sauter tous les prêts en fait, il y a eu un changement de directeur à l'agence et il a décidé de plus bosser avec des courtiers ou avec ce courtier en particulier. Et il a fait sauter 35 dossiers, dont le nôtre, quoi. Ah, juste pas de chance, quoi, en gros. Exactement. Et on a rien pu faire là-dessus. Donc du coup, il nous reste 1 mois pour trouver le reste. Le minimum à trouver, c'était 690 000 € pour pouvoir finir la première phase du chantier. Donc on n'avait pas, et on n'a toujours pas l'argent pour finir l'ensemble des travaux. Par contre, là, on est arrivé à une phase où le château il est exploitable et la trésor elle va rentrer. Et là, ça va nous permettre soit d'aller relever, soit d'accumuler la trésor pour continuer les travaux. Et du coup, on contacte plusieurs plateformes de crowdfunding. On a la plateforme Brix, Cédric O'Neill, qui est passé sur le podcast aussi, qui accepte de nous suivre là-dessus. On t'embrasse, Cédric, voilà, ouais. Un bon ami à moi aussi, effectivement. Et pour le coup, c'est en moins d'1 mois, c'est un challenge, quoi, parce que tu passes quand même par des études de dossier qui ressemblent aux études que tu as dans une banque. Après, il faut lancer une communication, photo, vidéo, ambassadeur, etc. Avec Cédric, on met un deal en place en plus où je peux avoir une pré-vente, où c'est moi qui fais venir les gens, donner la possibilité à mes auditeurs de rentrer en avant-première. Trop bien. Des personnes sur qui je paye moins de frais aussi, parce que du coup, ça devient des nouveaux clients de Brix. Donc, vraie opération win-win qu'on fait avec Cédric. Et donc, on a 48 heures. On aura 48 heures où c'est juste les auditeurs du podcast qui peuvent investir dans ce projet. Là, on arrive dans des délais qui sont complètement dingos, parce que en fait, on signe la semaine prochaine et le crowdfunding n'est toujours pas lancé. Et les clauses suspensives du prêt, on les a déjà fait sauter. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus se rétracter. Vous êtes engagé, quoi. Ouais. On est engagé, sinon, en gros, on perdait 100 000 €. Ce qu'on avait engagé, c'était 100 000 €. Ça fait chier quand même. Et beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, un peu beaucoup notre... de déception, quoi. On avait déjà engagé la confiance des autres investisseurs qui rentraient au capital. On avait fait des millions de vues sur LinkedIn. Pour parler de ce château, on était là. Ouais, non, c'est... En fait, à un moment, on se regarde avec Martin et on se dit, en fait, on va aller au bout. Tu vois, il n'y a pas d'autre solution que d'aller au bout. Et si on n'arrive pas même à lever en crowdfunding, on va aller prendre la liste des 100 fortunes françaises et on va les contacter une par une jusqu'à ce qu'il y en ait un qui nous prête l'argent, quoi. Tu vois, on va trouver une solution parce qu'on peut plus faire marche arrière. Et quitte même à lâcher 50% de capital de plus s'il faut. Mais voilà, on était prêt à tout pour le faire. C'est dos au mur, quoi. Ouais, okay. Donc, complètement dos au mur. Vous lancez ce crowdfunding combien de jours avant la signature? On lance le mardi et on signe le mardi d'après, je crois, une semaine. Okay. Un crowdfunding qui est censé durer 1 mois normalement, où en plus tu as des délais pour être payé, des délais de rétractation, des machins, des trucs. Enfin, honnêtement, c'était déjà physiquement impossible sur le papier quand on le fait. Mais bon, de toute façon, on est au dos au mur, on le fait, on y va. Et là, on se retrouve en effet on a activé toute la partie communication qu'on pouvait sur le podcast, évidemment, sur LinkedIn. LinkedIn est un outil formidable pour ça. Sur la levée de fonds, on prend la première où on cherchait à faire on cherchait à lever 551 000 € avec un post LinkedIn bien rédigé de Martin qu'on a bien taffé, bien structuré, etc. On prend 1,5 million de promesses d'investissement. Ah ouais, quand même. Sur un post LinkedIn. Incroyable. Okay. Et donc du coup, en racontant l'histoire du château, de ce qu'on a envie d'en faire, etc. Donc on utilise une partie de ces personnes-là qu'on n'avait pas pu faire rentrer au capital pour les rediriger vers la levée de fonds obligataire. C'est vrai que j'ai pas fait la différence, mais première levée de fonds, c'est du capital, donc les personnes achètent des parts et deviennent copropriétaires du château. De la société qui exploite le château. C'est ça. Donc elles vont gagner de l'argent demain si on verse des dividendes, ou si on revend, ou si on rentre en bourse. A priori, le château n'est pas prêt de rentrer en bourse. L'IPO du château. Sauf si on en achète 5 000 ou 500 000. Et tu as le deuxième crowdfunding, la deuxième levée de fonds. Avec Brix, qui est là, qui est un contrat obligataire. Donc, ils te prêtent de l'argent, un peu comme si c'était la banque. Et toi, tu les rembourses. Tu payes des intérêts tous les mois.
Donc nous, on a levé à 7% d'intérêt annuel, C'est bien, hein, en vrai. ce qui est un des plus bas de la plateforme. Pas beaucoup faire moins, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu lèves plutôt même à l'époque, 10, 11, 12, quoi. c'était plutôt à 10, 11, 12 même à l'époque. Mais nous, on compte là-dessus. Et tu vois, Cédric me dit, franchement, 7%, c'est pas beaucoup, ça va être chaud. Ouais, c'est un bon deal. Que- Ouais. Je sais que c'est un château, je sais que tu as une commu, mais est-ce que tu voudrais pas mettre 8 ou 9, machin. Et là-dessus, on lâche pas. Non. On lâche pas. Et honnêtement, je pense que aujourd'hui, quand on y repense, on se dit que même à 2%, on les aurait levés, tu vois. Ah ouais? Parce que comment ça s'est passé du coup? Donc vous lancez le mardi, donc une semaine avant la signature, ça ouvre sur Brix avec 48 heures de délai Exactement. en avant-première pour les auditeurs de Sapphire Voilà. Buy. Et là, on sait pas trop ce qui va se passer. C'est Ouais. vraiment hyper obscur pour nous. Il y a combien financé en obligataire? Il y a 690 000. 690 000 en Qui obligataire. était le minimum qu'il nous fallait pour lancer le avancer. projet et avoir un projet opérationnel par la suite. On avait mis en place plein de leviers différents. On avait une strat LinkedIn qui était lancée et teasée depuis longtemps. On avait des personnes qui avaient accepté de communiquer sur nous, qui étaient prêts à dégainer, mais on ne savait pas s'ils allaient le faire ou pas. Je pense à Mathieu Stéphanie, que je remercie. Je pense à Oussama Hamar, que je remercie. Je venais de faire un épisode avec lui sur Ça fait un bail. C'était pas Avec non Oussama? avec Oussama. Ah, j'ai même pas. Et du coup, voilà, à ce moment-là, en plus, c'est le jour, j'ai la malchance de l'interviewer le jour où il a sa condamnation. Donc, il a appris une demi-heure avant qu'on démarre l'enregistrement, Ah, c'était juste avant et pas juste la après. condamnation, tu vois. Donc, il était un peu ailleurs, d'ailleurs, pendant l'épisode, ce que je comprends. Et moi, je savais pas ce qui s'était passé. J'ai compris après qu'il venait de recevoir le message. On t'embrasse, Oussama. Enfin, là, Et pour le coup, Oussama, qui n'a rien à voir avec le projet, qui a déjà des problèmes avec ses activités, son domaine en Normandie. L'idée de cet épisode avec Oussama était de parler de ses permis de construire sur son domaine d'Ablon, Ouais. qui doit potentiellement être détruit parce qu'il y a des permis qui n'ont pas été faits correctement, etc. Donc c'était un sujet un peu IMO lié à ses activités. Et en fait, il accepte de communiquer alors qu'il est déjà dans la sauce sur plein de trucs. Il trouve le projet chouette et il accepte de communiquer dessus. Donc, trop bien. Donc, on a tous ces relais. On a vraiment les co-investisseurs de la première levée qui mettent aussi leur petite touche dessus. il y a une levée d'épée de tout le monde. Levée de C'est ça. bouclier de tout le monde, ouais. C'est beau, mais c'est douloureux. Hein, avec Ouais. Martin, on dort pas. C'est la guerre, quoi. On dort pas. Martin, il est à 2 doigts de faire un ulcère. Vraiment, c'est très très violent ce qui se passe. Et au bout de 48 heures, on a levé 70% de la somme. Ok, donc juste avec l'avant-première, c'est-à-dire sans les clients habituels de Sans les Brix. clients habituels de Brix. Il faut savoir que, alors c'était peut-être moins le cas à l'époque, mais aujourd'hui ça envoie. Hein. Là, hier, il y a 3 millions qui ont été financés en 20 minutes. C'est ça. Les 4 millions en 30, quoi, du coup. C'est par période, en fait. C'est par période. Et en fait, on avait toutes les pires conditions. On a levé début décembre, quand les gens ils sont en train d'acheter les cadeaux de Noël. Quand les taux étaient plus à 10, 11, 12 sur l'obligataire, Quand les beaucoup taux, moins attractifs. quand l'été à 10, 11, 12, nous on propose à 7, c'est beaucoup moins intéressant. On passe juste après le château de Tony Parker qui vient d'être financé. Ça fait un bail, mais on n'a pas gagné la NBA non plus. Et du coup, vraiment, on a peur que ça se passe mal ou que ça prenne trop de temps. Et au final, on est plutôt content de cette première partie. Puis après, ça ouvre à Brix. Et le vendredi matin, on va avoir clôturé le financement avec vraiment une équipe Brix qui a été là pour nous. Moi, à ce moment-là, je suis avec l'équipe Brix sur un événement avec Tony Parker où on est invité à jouer au basket avec lui, à faire un event exceptionnel le soir avec lui. Donc, je suis avec eux. Je fais en sorte d'ailleurs de chope un appartement qui m'est prêté par un auditeur à Lyon, parce que ça se passait à Lyon, et j'invite l'équipe Brix à venir dormir dans cet appartement à ce moment-là. Donc en fait, celui d'un auditeur. qui est celui d'un auditeur. Incroyable. Ok. En fait, c'est aussi un hack de podcasteur, c'est qu'une fois que tu as des gens qui t'écoutent et qui te sentent et qui sont contents et que tu leur as donné, ils se sentent un peu redevables, et tu peux aller assez facilement. Donc moi, je mets un petit message, quelqu'un a un canapé last minute sur lequel dormir à Lyon. Et j'ai un mec qui me dit tiens, il m'envoie 7 liens Airbnb. Il me dit ça, c'est mes 7 Airbnb libres demain soir. Choisis celui que tu veux, tu vois.
Ah ouais, les bons auditeurs. Okay. C'est des auditeurs investisseurs IMO, ça aide aussi. Ouais. Et du coup, je vais dans ce truc-là et je suis avec Johan, qui est directeur marketing de Brix, au moment de la levée. Et moi, je pousse Johan aussi à envoyer de l'email, à dire allez, let's go, on communique à fond. Johan Ross. Johan Ross, très très cool. Qui a lancé Owners d'ailleurs, le club d'investissement, enfin pas club d'investissement, mais un peu formation IMO, mais à 20 balles par mois, un truc hyper accessible, avec du très bon contenu. Et du coup, voilà, le vendredi, c'est financé. Il s'avère que je vais le mardi à la signature et on n'a toujours pas reçu les fonds. Mais c'est normal, ça, c'est pas lié à l'équipe Brixwood, c'est réglementation aussi. C'est de la réglementation, etc. Et c'est censé arriver cette matinée-là, mais j'ai toujours pas l'argent. Tu vois. Moi, je démarre dans ma voiture, je suis encore en sueur. Tu vois. On est le mardi, on a levé, mais la pression est toujours pas redescendue. Et j'ai eu les propriétaires à qui j'ai demandé de décaler de 2 jours et ils m'ont dit, même de 2 heures, on annule la vente. Oh, les bâtards. Ouais. Mais... Ah oui, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu arrives au rendez-vous et avec les notaires, vous vous regardez dans le blanc des yeux et malaise, quoi. Moi, je comprends pas trop pourquoi, en effet, alors qu'on s'entendait bien avec la famille, etc. Mais en creusant un peu, tu comprends que eux, ils ont prévu la signature de leur maison 2 heures après la signature du château, la vente du château. Donc en fait, ils enchaînent les deux. Ils peuvent pas acheter le truc s'ils n'ont pas l'argent de machin. Bref, ils sont aussi dans une situation qui est compliquée et ils ont besoin de se projeter et machin. Donc à 24 heures près, ils préfèrent tout annuler plutôt que de décaler d'1 heure ou 2. Et donc moi, je suis dans ma voiture, il est 8 heures du matin, je roule pour aller en Sarthe et j'ai mon notaire au téléphone qui me dit non, on n'a toujours pas l'argent. Et vraiment, je flippe, quoi. Je me pose dans les bureaux, il est 10 heures, c'est le début de la signature. J'ai mon notaire sur WhatsApp qui lui est à Paris. Il me dit écoute, moi je peux faire durer ça 2h30 à peu près. Donc on démarre et il lit le truc. Il fait traîner. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas décaler de 2 heures, mais par contre ça peut durer 2h30, quoi. Et du coup on lit et je le vois prendre des chemins hyper longs. Ah, vous êtes sûr de l'orthographe de ce mot tu vois, vraiment ça avance comme ça. Et puis à un moment il m'envoie un WhatsApp, il me dit bon là c'est bon, on a financé. Et du coup il fait bon bah du coup là c'est bon, c'est pas grave. Attends, mais c'est épique de fou. Je savais pas que ça s'était passé comme ça. Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà raconté, je crois pas l'avoir raconté sur un podcast. Non. Ok, ah non mais incroyable, ouais, parce que... Et du coup là c'est le moment où tu es chez le notaire avec la famille, où il y avait un peu de tension en plus qui s'était créée évidemment, où tu as juste envie de péter un câble, péter un boulon, et tu peux pas avec Martin, tu vois. Donc on dit au revoir à la famille, on les remercie, les tensions s'apaisent parce que la signature elle est faite. Poker face, et on se pose dans la voiture avec Martin, on démarre et là on gueule dans la campagne. On a crié pendant un quart d'heure. tellement on était contents, et puis on avait les grosses clés du château et on était sur le point d'aller ouvrir cette grosse porte qui fait 500 kilos, quoi. Attends, mais c'est la signature la plus épique. C'est-à-dire que là, mais attends, déjà ton notaire c'est un vrai frère, parce que il faut savoir que, pour ceux qui n'ont jamais eu encore la chance ou l'opportunité de le faire, une signature, en vrai, ça va assez vite parce que c'est la même chose que le compromis, globalement. S'il n'y a pas eu de pépin pendant cette phase de 3 mois, c'est juste, bon, bah, salut, on signe, oui, voilà. En gros, ça dure 5 minutes, quoi. Donc là, 2h30... il n'a pas eu à le faire, du coup. Ça a duré au bout d'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, de meublage, quand même. On a eu le message. Sûr, quoi. On a eu le message, et pour le coup, si vous cherchez un bon notaire, vous m'envoyez un petit message, je vous mettrai en relation. Trop bien. J'aimerais qu'on parle rapidement, on arrive vers la fin là, malheureusement, j'aurais pu continuer à t'en parler, tu vas te poser des questions pendant 4 heures, c'est méga intéressant. Je vais te demander ton avis sur le game un peu de l'influence IMO, parce qu'on parlait des boîtes d'investissement locatif clé en main, etc., où il y a des bons, des mauvais, etc. Mais je veux dire, est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'on est dans un environnement... dans la partie création de contenu, influence, on va dire, immobilière, qui est sain en France? Est-ce que tu essayes d'apporter quelque chose en plus, ou est-ce que tu trouves que c'est bien et que l'écosystème est cool, sachant que moi, je ne connais pas trop, honnêtement. Je connais les grandes figures dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup, j'imagine, de formateurs ou d'arnaques ou de gens qui ne savent même pas forcément de quoi ils parlent ou qui n'ont rien fait. Qu'en penses-tu? Question un peu large. Mais Ouais, très large. Il y a eu plusieurs scandales sur l'IMO avec des gars qui ont fait vraiment n'importe quoi. Qui vendaient
en effet des solutions d'investissement qui étaient pourries. Le plus gros risque, en effet, c'est de tomber sur quelqu'un qui te vend véritablement un projet d'invest clé en main ou un truc qui construit dans un autre pays, etc. et que ça se construise jamais. Et ça, c'est arrivé récemment, je crois, avec Tom Monopoly, qui s'appelait. Il passait à la télé, machin. Et c'est un gars, en plus, qui... À un moment, il était question qu'il passe sur le podcast, tu vois. Et sur le principe, quand tu regardes dans les grandes lignes, c'est quelqu'un peut-être... c'était quelqu'un de... Son contenu n'était pas particulièrement quali sur l'immobilier, mais il avait peut-être des choses intéressantes à raconter. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, moi, en fait, j'invite des gens, je leur donne la parole. Oui, je fais des checks avant pour m'assurer que ça soit pas du n'importe quoi, mais je suis quand même pas responsable de ce qui est dit, quoi. Donc oui, il y a eu quelques cas comme ça, donc des cas de mauvaise foi, je pense, mauvaise gestion, et qui ont mis beaucoup de personnes dans la merde. Il y a une deuxième catégorie qui a été des petits bad buzz, mais je pense honnêtement pas voulu et difficile à éviter pour des personnes qui étaient sérieuses. Un Christopher Wangen, il a fait 99% des trucs qu'il a fait étaient bien, mais en effet, il y a eu une fois, je crois, où il a eu un partenaire sur ses contenus qui était pas sérieux. Et en fait, c'est un partenaire qui peut-être était sérieux à un moment et a des problèmes financiers et finalement les plus, etc. Et ça, tu peux malheureusement pas trop l'éviter. Moi, c'est mon travail de tous les jours de sélectionner mes sponsors. Donc moi, j'essaye de travailler avec le moins de sponsors possible pour éviter ce genre de problème. En ce moment, j'ai toutes les boîtes de Dubaï. Je dois avoir 3 ou 4 personnes, grosses boîtes d'investissement à Dubaï qui veulent que je bosse avec. Je ne suis pas foncièrement opposé à ça, mais juste je ne connais pas assez ce marché de l'investissement à Dubaï. Est-ce qu'on est vraiment au plus haut de la bulle et là, je fais rentrer... c'est des gros tickets d'entrée, mais je serais capable de faire rentrer une vingtaine de personnes sur des invests et des OP à Dubaï. J'ai pas envie de foutre 20 000 personnes dans la merde et que ça soit divisé par 4 ou 5 dans l'année prochaine. Peut-être qu'au contraire, on est sur un début et que ça va continuer à grandir et que c'est une belle opportunité à saisir. Mais moi, tant que j'ai pas pris de risque, mais par contre, je leur ai dit, j'essaye de venir en 2025 une fois. En plus, j'ai des gens à interviewer là-bas. Et voilà, vous allez me montrer, quoi. Vous allez me montrer ce qui se passe, vous allez machin. C'est explosif là-bas en plus. Ouais. Une fois que j'ai fait ce tour-là, que je me suis fait mon propre avis, etc., je suis capable de le présenter de manière fiable et authentique. Et jamais je dirais à quelqu'un, je ne fais pas de conseils en investissement sur mon podcast, mais au moins je ne suis pas là juste à pousser un truc que j'ai jamais testé, jamais benchmarké, jamais machin. Moi, ça a toujours été mon credo. C'est soit je suis client, soit j'ai fait un benchmark, mon pote, mais tu connais sa vie, ses ancêtres. Je connais tout de la boîte et pourquoi ce produit il est le plus adapté pour mon audience. Donc voilà, je pense que dans ce milieu-là, il y a, honnêtement, c'est un milieu qui est quand même très, très, très bienveillant. C'est du sérieux, ça reste du podcast généralement et de la création assez pédagogique, assez machin. Et il y a beaucoup de personnes qui en sortent parce que l'IMO plus difficile aujourd'hui, vu que les taux ont un peu augmenté, là ils redescendent et ça va peut-être repartir. Il y a beaucoup de personnes qui sont aussi qui sont parties sur la crypto, sur la bourse, sur d'autres sujets. Moi, je reste dans ma lignée. Tu vas rester sur l'IMO là, après l'expérience en bourse. Je suis là pour longtemps, donc je m'en fous. À un moment, ça va revenir, c'est cyclique, quoi. Exactement. Trop bien. Dernier point, justement, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet aussi. Après, on va parler du coup de l'agence de podcast parce que je pense que c'est intéressant, même pour moi. Ouais. On va en parler, je vais finir client. C'est l'avantage du podcast. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas lancé de formation en immobilier? Parce que quel que soit le type de formation ou programme que tu aurais proposé, donc sur les exemples que tu viens de donner dans les tranches de prix de valeur ajoutée, on va dire, proposées, je pense que n'importe laquelle de ces options se serait bien vendue chez toi. Ouais. Donc pourquoi tu l'as pas fait? Ouais, quand j'ai vu les chiffres, les premiers chiffres des formateurs IMO, il y a un petit podcast IMO un jour qui me dit ouais, je viens de lancer ma formation. Et je dis petit podcast sans aucun mépris, c'est juste que voilà, c'est bien ce qu'il faisait, mais ça faisait 10 fois moins d'écoute que moi. Qui me dit j'ai fait mon lancement là, sur une format IMO, j'ai fait 200 000 euros de chiffre, tu vois. Et je me dis, ah ouais, ok. Donc je commence à faire un petit chiffre dans ma tête. Je me dis, j'ai peut-être une porte à... peut-être une porte à 2 millions d'euros là, que j'ai pas activée. Et ça m'a fait vraiment réfléchir sur ce truc-là. Mais vraiment, en fait, j'ai pris la décision en écoutant un peu mon estomac et mon cœur, quoi. J'avais pas envie... J'avais le sentiment qu'il y avait déjà une offre qui était bien fournie. J'avais pas envie
d'accompagner 500 personnes à se lancer dans l'immobilier, avec en plus des cycles justement qui sont machin, et d'aller promettre quelque chose à quelqu'un et qu'il n'y ait qu'une seule personne sur 10 qui se lance, etc. C'était pas mon envie. Et en plus, j'avais le sentiment que ça pouvait venir desservir mon podcast, dans le sens où aujourd'hui, pendant longtemps, j'ai été le podcasteur qui a rien à vendre, tu vois. Et j'ai toujours rien à vendre en immobilier. Donc quand je donne un conseil, quand je pousse un sponsor sur le podcast, etc., je suis vraiment pas biaisé, quoi. Je suis dans mon truc, je suis pas là à pousser le truc pour qu'au final tu prennes ma formation et machin. Zéro conflit d'intérêt et tout, voilà. Bien, ouais. Donc ça a été vraiment mon objectif, et du coup je suis resté comme ça. Et je dis pas que je le ferai pas demain, tu vois, mais aujourd'hui j'étais content plutôt et en plus je me sentais, je pense qu'il y a aussi un peu de syndrome de l'imposteur, tu vois. Comme je te disais, moi j'ai fait 4 OP, j'en ai pas fait 400, et sur mon podcast j'en ai qui en ont fait 400 même en 2 ou 3 ans, et du coup j'avais le sentiment qu'il y avait d'autres personnes qui avaient plus d'expérience que moi. Moi je connais certaines zones géographiques, je connais certains trucs, mais il y en a, ils connaissent déjà 200-300 endroits différents où investir en France, et moi je les ai pas. Donc je me suis dit que c'était pas mon truc. Par contre sur le podcast, à développer des podcasts pour des marques, à savoir une trentaine, à répondre à plein de personnes qui me contactaient, etc. Et du coup, après, j'ai vendu un petit peu de coaching en lancement de podcast qu'on faisait avec Xavier, etc. Là, je commençais à capter qu'on touchait un truc, tu vois, et qu'il y avait assez peu de gens en France qui avaient cette connaissance du marché et cette connaissance des outils. Xavier, moi, je lance mon podcast, je mets 6 mois, 1 an à trouver mon premier sponsor, et après, ça déroule. Et aujourd'hui, j'ai vendu toutes mes écoutes. Depuis 3 ans, j'ai 100% de mes écoutes qui sont monétisées. Trop bien. Tu génères combien avec le podcast aujourd'hui ? Sur 60 000 écoutes, je génère à peu près 6 000 euros par mois. Et après, il y a tout ce qui touche à la génération de leads pour d'autres activités, un peu d'affiliation aussi. L'année dernière, j'ai généré 115 000 euros avec Ça fait un bail. Du coup, avec le sponsoring plus les petits sides à côté. Là, dans notre promo actuelle de lancement de podcast, on a Fanny qui lance un podcast qui s'appelle dans ma peau ou dans ta peau, sur les maladies de la peau, sur l'eczéma. Et elle a signé un sponsor à 5 chiffres avant de lancer son podcast. Ça, c'est fou. Tu m'avais dit, je suis toujours estomaqué. Je savais la news, c'est fou. Et le truc est dingue. Parce qu'en fait, le niveau de niche est bon, et le sujet est bon, et elle est forte, elle a ce bon dynamisme, ce truc. En fait, quand t'as les labos comme client, c'est plus simple aussi. Et c'est même pas un labo en plus, c'est même pas une sale marque dégueulasse en plus. C'est vraiment un institut de recherche, un truc assez chouette. C'était une blague évidemment. mais en vrai, oui. Du coup, ouais, non, voilà, sur le lancement, je sais pas, c'était quoi la question de base ? La question c'était, du coup tu t'es lancé tout seul, j'ai même pas eu à le faire, mais j'allais faire la transition sur du coup la partie formation, parce qu'en gros t'as deux, j'allais dire zone de génie, mais t'as deux expertises aujourd'hui, même si tu dis que tu es pas expert parce que t'as fait seulement 4 OP. De par ton parcours et tous les gens que t'as rencontrés, t'as une bonne connaissance de ce marché-là, donc tu peux soit accompagner les gens sur l'IMO, t'as dit que tu voulais pas le faire, soit du coup sur les podcasts, sur la création de podcasts et la création de contenu en ligne par cet angle du podcast, où là du coup pareil tu maîtrises très bien, et donc tu as créé l'agence de podcast qui s'appelle comment ? Echoes. Il s'appelle Echoes comme les échos en anglais. Ah, ok. ECHOES. Ce sera en description aussi, mais donc du coup, l'offre principalement, là, moi j'ai compris, tu m'as expliqué, mais donc la headline, on va dire, c'est quoi ? C'est un programme qui s'appelle Long Story Short, et l'idée c'est d'aller pousser les gens à créer du contenu long, du contenu intéressant, et de créer une vraie pluralité dans les médias, de ne pas s'arrêter à 5 minutes sur un BFM TV, etc. Et moi je suis assez convaincu que tu peux... tu as toute cette difficulté du contenu long qui n'est pas forcément viral initialement, etc. J'ai expliqué les stratégies pour faire connaître le podcast. Tu l'as bien vu, c'est one by one, etc. Mais ce qui m'a fait le plus grandir mon podcast, moi, c'est des réels, des extraits où en effet, tu fais 500 000 vues et là, tu fais des sauts de 20% dans tes audiences. Et c'est ça qui m'a fait grandir. Donc, je suis assez convaincu que tu peux mettre le contenu court et viral au profit au service de contenu long qui soit vraiment pédagogique et qui la convertisse vraiment. Et du coup, c'est une stratégie de création de contenu, de créateur de contenu long qui, je pense, a beaucoup d'avenir. Et tu peux créer des jolis petits médias à partir de ça. Et un petit média, ça génère facilement 5 000, 10 000 euros par mois. Et ça te permet d'avoir une vie confortable en parlant d'un sujet qui t'intéresse. Donc nous, sur cette formation, on accompagne sur
quel positionnement, tu vois? Est-ce que tu dois parler de maladie de la peau, d'eczéma, de médecine globale, ou voilà, et quel est le niveau de niche, quel est le positionnement qui va t'aider à te connecter rapidement à ce sujet de la monétisation. Toute la partie technique, comment bien enregistrer, comment bien capter le son et la vidéo, comment bien héberger, diffuser, promouvoir sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a toute une partie, grosse partie viralité. Et la dernière partie, elle est monétisation. Comment tu trouves un sponsor ou comment tu développes un produit ou un service qui soit aligné avec cette audience que tu vas pouvoir vendre, quoi. Trop bien. Donc voilà, c'est... Et cause. C'est Ecause, Il y exactement. a en description aussi. Moi, tu m'as closé là. Eh bah, trop bien. Je suis très très chaud de voir. Non, mais franchement, je pense que vous avez un vrai, pour le coup, avantage comparatif aussi. Il n'y a pas juste ça fait un bail, comme tu le disais. Il y a beaucoup d'autres podcasts pour des marques, etc. Je sais pas, tu peux en citer ou pas ou Ouais. Il y a la retraite à 40 ans de Victor Laura. Ah, j'adore. Je savais pas que c'était vous aussi. Okay. Il y a le monde de la cyber. Il y a du coup The Big Shift qui en fait partie. Il y a fonction publique mon amour sur la fonction publique. Je connais pas. C'est marrant ça. C'est des sujets niches et vraiment nous notre axe principal c'est de dire tu es capable d'en vivre avec quelques centaines parfois ou quelques milliers d'écoutes et tu vois on a fonction publique mon amour, elle est contactée par un des ministères au bout du 2e épisode, quoi. Ça c'est trop bien. Elle va pouvoir avoir un ou une ministre sur son podcast en 15 jours de lancement de podcast. Ça donne une légitimité immédiate. Ouais. Et en plus, tu n'as pas le mauvais côté de... Parce qu'en fait, on fait quand même un taf d'influence. Hein. C'est le métier d'influenceur / créateur de contenu. Mais podcasteur, c'est pas encore mal connoté. Ouais. Donc, ça va arriver, mais pour ça va arriver. Pour le moment, on est tranquille et tu es tout de suite légitime quand tu lances un podcast sur un sujet, quoi. C'est vrai. En termes de revenus justement et d'activité, de focus, parce qu'on a parlé de plein de choses, toi aujourd'hui, donc tu as donné l'exemple de ça fait un bail, l'année dernière tu as gagné 115 000. C'est ça. Est-ce que c'est le gros de tes revenus ou est-ce qu'aujourd'hui c'est Ecause ou d'autres activités ou peut-être juste t'es bien immobilier? C'est quoi tes cash flows, un peu tes sources de revenus en effet, diversifié au moins. Majorité quand même sur le podcast, très diversifié avec trois pôles en effet. Donc ça fait un bail, l'agence et la production, où là on a beaucoup réinvesti, mais du coup cette année il y a de plus en plus de personnes que ça intéresse, ce contenu long, donc je pense qu'on va faire un beau chiffre là, cette année sur l'agence. Peut-être que ça va dépasser, ça fait un bail, on verra. Les loyers. Et les loyers. Et à côté j'ai les loyers, du coup une dizaine de loyers de coloc, et le château c'est un projet vraiment kiff et patrimoine, parce que je me verse rien là-dessus, malgré le temps que ça me prend. Merci beaucoup Jérémy, on arrive à la fin. Je me suis régalé. Voilà, j'espère que tu as apprécié et que ça t'a changé un peu d'être de l'autre côté du micro. On parle beaucoup, hein. Ouais. De l'autre côté. C'est fatigant. Ah oui, moi je suis royal. J'ai 2 dernières questions que je pose à tous mes invités sur l'émission. La première, c'est quel est le conseil que tu donnerais au Jérémy d'il y a 10 ans? On va dire le Jérémy qui est encore en études, tu vois. Peut-être pas, enfin qui sort d'études et qui commence son premier job et qui est loin de tout ça encore. Je pense que c'est un conseil que je donnerais, et du coup je le ferai encore plus, mais je me suis quand même appliqué ça assez naturellement, mais c'est de jamais s'enfermer dans un truc que t'aimes pas faire. J'ai beaucoup entendu quand j'avais 21 ans en école, ouais, je vais faire 2 ans d'audit ou 2 ans de conseil en stratégie, et après je vais lancer un truc qui m'intéresse, ou je vais je vais faire un autre job après, mais ça sera un bon tremplin, tu vois. Ça, c'est vraiment le discours qui aujourd'hui m'agace. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai pensé, tu vois, à aller en conseil en stratégie chez Bain, chez McKinsey, etc. Et qu'est-ce que j'aurais regretté, en fait. Je pense qu'on peut vivre une vie pleine, vivre une vie riche, réussir, se développer financièrement si c'est le sujet, sans devoir se faire du mal pendant 2 ans, 3 ans dans un truc qui nous plaise pas, quoi. Donc moi je pense que le conseil ça serait, voilà, faites pas des trucs où vous n'êtes pas aligné, faites pas des trucs qui vous plaisent pas, réfléchissez plutôt à ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire, et essayez de le connecter avec un truc où vous pouvez gagner votre vie avec. C'est quand même chouette, quoi. Tu penses qu'il y a des gens passionnés de ça, enfin de cette machine à laver du conseil Je pense qu'il y a des gens qui se mentent et qui disent que c'est super, mais vraiment pour le prestige, ouais, ah non, c'est super, ça m'intéresse énormément l'audit financier. Non, j'y crois pas.
Ok, donc le conseil pour le Jérémy d'il y a 10 ans, c'est fais exactement ce que tu as fait, c'est bien du coup. Ouais, peut-être pas exactement, parce que j'ai attendu 2 ans, tu vois, j'ai attendu 2 ans pour le faire, et peut-être que j'aurais pu le faire 2 ans plus tôt. Je pense que j'aurais commencé la vidéo plus tôt sur le podcast. Ce que j'ai appris, notamment tu parlais du Maxime Effect. On parle du Maxime Effect, c'est un peu private joke, mais Maxime Click, du coup, que vous pouvez retrouver sur YouTube, il investit énormément en lui. Coaching, formation. Quand on dit énormément, c'est comme personne d'autre en France à son âge, je pense. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je n'ai pas les détails, mais j'ai cru comprendre. Et ça, pour le coup, gros conseil. Tu vois, deuxième, tu m'avais demandé 2 conseils. Non, juste un, mais si t'en as 2. Le deuxième, c'est ça. Aussi, tu vois, moi, j'ai beaucoup coffré très vite. Mon premier job, c'était 2 ans de commercial, où en plus, j'étais beaucoup à l'étranger, donc je payais pas mes hôtels, pas ma bouffe, etc. Et à SF. À SF notamment. Et j'ai tout mis de côté. Il y a une vraie insécurité financière que j'hérite de ma famille et du côté notamment de mon père, où tout le monde a cette insécurité financière, alors que foncièrement, tout le monde bosse bien et tout le monde a de l'argent de côté. Et en fait, du coup, j'ai tout mis sur des trucs très safe, de côté pendant très longtemps, alors que j'aurais dû me payer plus de formation, me faire accompagner, me payer plus de coaching, etc. Et ça, je pense que c'est un truc qui aurait changé ma vie si je l'avais fait plus tôt. Je ne peux que plus soyer. Très cool. Dernière question, du coup, pareil que je pose à tous mes invités, c'est maintenant que tu as réalisé cet exercice, que tu connaissais déjà très bien de toute manière, mais qui est-ce que tu verrais pour le coup sur l'émission Solo Créa, que ça t'intéresserait d'écouter et qui travaille, enfin qui est intéressant selon toi ou intéressante dans le milieu des réseaux, de la création de contenu? Je suis très admiratif de ce que fait Hugo Décrypte. Ça va pas être le plus simple à faire venir sur le plateau, mais honnêtement, à réussir à toucher autant de monde sur un sujet aussi impactant, aussi important que les sujets de société, les sujets d'actualité, etc., et voir comment il a scalé ça, comment il a monté son équipe, etc. Moi, j'adorerais pouvoir entendre un Hugo Décrypte à ton micro. Ouf, j'adorerais aussi, j'aurais 1 milliard de questions. Ouais, je pense que ça intéresserait beaucoup de monde, effectivement, très intéressant. Tu sais qu'on m'a beaucoup recommandé Maxime Click, justement. Ouais. Je viens de réaliser que là, du coup, vu que tu viens, vu qu'on a reçu Adrien Copin, normalement l'épisode sera déjà sorti, donc Adrien, fondateur de Slick. Il manque plus que Maxime pour faire toute la coloc. Mais il veut pas, je vais te demander. Ah ouais, il veut pas. Il peut pas, enfin bref, on trouvera un moment. Ok. Écoute, merci Jérémy, c'était trop cool. Hugo Décrypte, je prends bien note et effectivement, le jour où je pourrais. Allez taguer Solo Créa sous ses posts, allez spammer. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Épisode un peu différent dans le sens où on a quand même bien parlé IMO, mais voilà, c'était de par mes intérêts perso aussi. À la fin, l'édito ressemble à ce dont j'ai envie. Mais j'espère que sur la partie podcast, création de contenu, vous aurez aussi appris plein de choses intéressantes. J'espère que tu te seras régalé aussi. C'est très chouette, super moment. Merci Jérémy et merci à tous. À très bientôt sur Solo Créa. Tous les liens sont en description évidemment. Jérémy et Cause, premier lien. À très vite. Merci beaucoup. Ciao. Petit rappel, juste pour t'indiquer que si tu cherches à embaucher des freelances facilement ou si tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, notre plateforme 100% gratuite WebTalent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.